Bonjour, merci à la Ligue, merci aussi particulièrement Myriam et Isabelle de me donner l'occasion aujourd'hui de parler de ce sujet qui m'est cher et de le faire à côté de professionnels que j'estime. Voilà. Avant de commencer, je vais commencer, plutôt je ne vais pas commencer, je vais prendre le temps de poser quelques petits préalables avant de me lancer dans le vif du sujet. J'ai appelé cette intervention élément. J'ai appelé cette intervention élément sur l'ethnocentrisme LGBT car il va s'agir pour moi de donner des bribes. Des morceaux de concepts qui m'apparaissent utiles pour les professionnels du psycho-médico-social, donc de la santé mentale. Les concepts que je vais essayer de mobiliser viennent de champs de recherche qui ont pour certains des décennies de vie académique et politique. Et donc je m'apprête à être court et schématique. Je m'en excuse pour les quelques spécialistes qui se seraient peut-être glissés dans le public. Merci de voir ce qui suit comme une introduction, une invitation à l'étude, à l'approfondissement, à la vigilance épistémique plutôt que comme un corpus exhaustif et fini. Je vais, de manière un peu indifférenciée, volontairement, mais pas dupe, traiter les questions d'orientation sexuelle et d'identité et d'expression de genre. À cause de la brièveté de mon intervention, elle pourrait être regardée de manière séparée, évidemment. Je vais les unir en partant de deux postulats. Le premier postulat, c'est que les discriminations et les oppressions que subissent les personnes dites homosexuelles et dites trans, ces oppressions sont quelque part cousines, car les régimes symboliques et politiques qui les périphérisent sont cousins. Et le deuxième, c'est une réflexion que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, je voulais partager, qui est celle d'une autrice qui s'appelle Andrea Lonchou et qui dit « Le genre est complémentaire de l'orientation sexuelle. Si l'orientation sexuelle est l'expression sociale de notre sexualité, alors le genre est l'expression sociale de la sexualité de quelqu'un d'autre. » Encore deux petites précautions. La première, c'est de nous rappeler collectivement que nous sommes ici porteurs de normes et pour beaucoup prescripteurs de ces normes dans nos pratiques. Et donc, à titre personnel, j'aimerais nous inviter collectivement à la responsabilité. C'est dont il s'agit, je crois, aujourd'hui dans ce colloque. C'est notre responsabilité en tant que porteurs et faiseurs de normes, de savoir ce qu'on fait et ce qu'on reproduit dans nos pratiques. Et puis, pour finir, j'utiliserai le terme minorité sexuelle de manière assez indistinguée, comme je dis plus haut, mais je précise quand même que quand on parle de minorité sexuelle, on parle de minorité, pas en minorité de nombre, évidemment, mais en minorité de pouvoir. C'est Colette Guillaumin qui nous a bien appelé ça, qui nous a bien appris ça. Voilà. Alors, mon but dans cette intervention, c'est de vous inviter à considérer que les personnes dites LGBTQIA+, qui en plus d'être LGBTQIA+, sont migrantes, exilées, réfugiées, d'origine étrangère, non blanches, racisées, minorisées, quelles que soient les catégorisations sur lesquelles on s'accorde, que ces personnes sont à des places et dans des rapports à leur minorité de genre qui leur sont spécifiques et qui sont en partie le fruit de l'histoire. Donc comme cette histoire est un peu longue, et même si les oratrices précédentes m'ont bien aidé, je vais faire un long détour. Donc je vous prie de rester avec moi, je vous promets qu'à la fin je vais reparler d'ici et maintenant et de choses concrètes, mais on va quand même prendre un petit peu des détours à l'étranger et dans l'histoire. Voilà, alors je dois avouer que j'ai un peu menti. J'ai appelé ça ethnocentrisme, je vous mets la définition là, mais je trouvais ça moins effrayant a priori que de vous parler tout de suite de choses dont je vais parler plus tard, c'est-à-dire l'impérialisme sexuel et l'homonationalisme, qui en général font un peu plus peur. On se demande de quoi il parle. L'ethnocentrisme, c'est un peu plus soft et en général les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Voilà, même si la notion de centre et de périphérie est quand même intéressante pour les débats qui nous occupent. Et donc je vais parler de ça, c'est-à-dire, je vais passer vite sur les constats de la variété anthropologique et historique, je vais quand même les rappeler, même si ça a été très bien fait par les personnes qui m'ont précédé. Je vais resituer un aspect de l'émergence de la notion de sexualité dans un contexte moderne et eurocentré.
Je vais parler des effets de cet eurocentrisme, de cet ethnocentrisme, des effets que ça produit, et là j'en arriverai à l'impérialisme sexuel et à l'homonationalisme. Et puis après, je me permettrai de revenir à des choses bassement matérielles, puisque je vous parlerai d'exemples concrets de ce que ça peut faire sur le terrain du travail psychomédico-social, en prenant l'exemple notamment de l'institution où je travaille aujourd'hui. Voilà. Et puis, je me permettrai une petite conclusion où il sera question d'identité et de Judith Butler. Parce que quand même, Judith Butler. Voilà. Alors, les personnes avant moi l'ont déjà dit, la sexualité, c'est universel, oui et non. Hein, alors c'est compliqué, mais... Donc, multitude de variations anthropologiques, on accepte assez bien collectivement qu'il y a des structures de la parenté très compliquées, on a tous lu ces choses-là. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire le structuralisme et Lévi-Strauss, mais donc, il y a une vraie variété, il y a une vraie diversité, donc on pourrait dire que, pour être très schématique, qu'il n'y a pas une universalité de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, il y a peut-être juste une universalité de la pratique du corps qu'on pourrait appeler pratique physico-sexuelle. Si certains se rappellent de leur cours d'anthropologie avec Marcel Mauss, il dit qu'il y a les différents types de marche, de nage, de façon de manger. On pourrait rajouter aux techniques du corps de Marcel Mauss différentes façons de baiser. Ce seraient les techniques élémentaires du corps, et puis par-dessus, il y aurait du sens qui se construit. Voilà. Je citerai juste, mais un exemple parmi d'autres qui est assez génial et dont je vous conseille la lecture. C'est un livre qui s'appelle Afro-Trans, qui est sorti l'année dernière, qui est un livre collectif qui mêle récits, interviews, poésie et analyse en sciences sociales. Il a l'avantage d'analyser des récits de voyage d'ethnographes blancs relus par aujourd'hui des personnes trans racisées et qui critiquent la manière dont, y compris le regard des anthropologues, était particulièrement ethnocentré. On a les preuves aujourd'hui que beaucoup des réalités subalternes, des existences minorisées de genre dans les cultures explorées n'ont même pas été citées. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a perdu aussi beaucoup de ces récits parce que les anthropologues, considérant ça comme des déviances, ne les racontaient même pas dans leurs récits de voyage. Donc on a aussi perdu quelque chose de par cette centralité du regard occidental. S'il y a une variation anthropologique et géographique, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une variation historique. Ça veut dire, moi, il existe des tas de manières de vivre sa sexualité homosexuelle au travers de l'histoire. Et ce n'est pas un mouvement qui s'arrête. Il n'y a pas une fin de l'histoire avec la modernité. On voit moins ces variations, mais on pourrait faire un exercice collectivement. On pourrait prendre chacun et chacune le temps de 10-15 minutes, on ne va pas le faire maintenant, mais ne serait-ce qu'une seconde alors. Si on regarde chacune ces 10, 15, 20 dernières années selon notre âge, et si on regarde la manière dont notre conception de notre genre et de notre orientation sexuelle a évolué ces 5, 10, 15, 20 dernières années, elle a sans doute évolué pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est sans doute pas qu'une question d'expérience intime, c'est sans doute aussi la manière dont la société autour de nous a renvoyé des questions et nous a fait nous interroger sur ces choses-là. Donc on voit bien que même s'il y a des grandes tendances, l'histoire ne s'arrête pas et on continue à être interrogé, à s'interroger, à faire varier les pratiques. Moi, à titre personnel, la manière dont les gens qui m'ont servi d'aînés et de guides dans la communauté homosexuelle vivaient leur homosexualité, des gens qui ont aujourd'hui 50, 60, 70 ans, c'est pas du tout la même manière qu'ont de vivre aujourd'hui des jeunes hommes homosexuels de 20 ou encore plus jeunes. Voilà. Pourtant, ils sont toujours appelés homosexuels. Donc cette variation, elle est anthropologique, elle est aussi historique, et ces deux choses avancent ensemble. Voilà, le but de cette première partie pour moi, c'est de bien rappeler donc qu'on est dans une variabilité, qu'on est dans une invention, hétérosexualité comme homosexualité, qui nous est propre et qui est bien centrée ici dans nos sociétés occidentales. Pratique psychosexuelle versus sexualité. Maintenant, je reviens un peu sur Krafft-Ebing. J'ai peur de confondre
Charlotte et Valérie. C'est Valérie qui a parlé de Krafft Ebing. Krafft Ebing, il écrit son traité à un moment particulier. Il écrit son traité au moment qui est sans doute l'apogée de la modernité. Et alors, quand il s'agit de parler de modernité, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ramon Grossfogel, et qui dit que la modernité, c'est une période historique autant qu'un régime politique. C'est pas anodin que cette production-là, elle arrive à ce moment-là, et c'est pas anodin au niveau du rapport de l'Europe avec le reste du monde à ce moment-là. Et là, je vais en profiter pour vous parler encore de quelqu'un d'autre, Edward Said. Le grand Edward Said, si vous n'avez pas lu l'orientalisme, ça existe en poche, il est super, voilà, je vous le conseille, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il dit, Edward Said? Il dit que ce 19e siècle, je vous lis un passage de l'orientalisme, ce siècle a vu l'apogée de l'ascension de l'Occident. Sa force a permis aux métropoles impériales d'accumuler des territoires et des sujets à une échelle véritablement stupéfiante. En 1800, les puissances occidentales revendiquaient 55% de la surface de la Terre, mais en détenaient en fait à peu près 35%. En 1878, elles possédaient 67%. Leur taux d'expansion était donc de 210 000 km² par an. En 1914, ce taux de croissance avait atteint le chiffre ahurissant de 620 km² par an, et l'Europe détenait une superficie globale grandiose d'environ 85% de la surface de la Terre, en colonies, protectorats, pays dépendants, dominions et Commonwealth. S'il raconte tout ça, c'est pour bien expliquer que cette expansion-là, c'est aussi une expansion idéologique. Pour pouvoir soutenir cette conquête, il va falloir créer des justifications idéologiques. À la prise de contrôle territorial sur les populations, il y a aussi une conquête idéologique. Il y a une justification morale. Il y a une mission civilisatrice. Ça, c'était la version française. Les Français parlaient de mission civilisatrice, mais chaque pays colonisateur avait son propre vocable qui permettait de justifier un petit peu cette conquête-là. Et de la même manière que le 19e, on l'a dit avant, aime bien inventer des catégories, il aime aussi inventer des binarités et des catégories au niveau international. Et donc, quand Krafft Ebing crée les pathologies et les perversions sexuelles par opposition à une certaine norme, c'est aussi l'apogée de la période où on a créé les grandes binarités, où on a inventé le grand E, le grand nous, où on a inventé au tout début de la modernité. Grossfogel, il dit que la modernité, ça commence en 1492 et ça termine en 1989. La modernité, si on en croit encore une fois Grossfogel, je dis Grossfogel, c'est l'invention presque primaire du blanc et du noir. Avant 1492, y a pas, ça n'existe pas les noirs et les blancs. On n'a pas rencontré les autres. Donc je pense que c'est important de se rappeler que l'ère à laquelle se passe la pathologisation et l'ère à laquelle se passe la création de l'anormalité sexuelle, c'est aussi l'apogée de l'ère à laquelle, non seulement en Europe, mais pour le monde entier, on a créé les grandes catégories. Au passage, et sur ce sujet-là, pour ceux qui lisent l'anglais, je vous conseille, ces 2 tomes gigantesques, mais c'est absolument fascinant. C'est en gros une histoire du monde racontée complètement à l'envers et qui explique comment on a inventé les Blancs enfin, dans l'histoire. Ça commence en 1492, ça va jusqu'à la résistance irlandaise, de l'Empire anglais. Enfin, c'est vraiment formidable. Ces divisions-là, entre le eux et le nous, elles sont aussi intimement liées, ou plutôt elles sont le fruit et la création des scientifiques occidentaux. On l'a dit aussi avant, ce sont des hommes blancs, et en général, quand ils créent des classifications, ils se mettent en haut. On ne va pas se mettre en bas des classifications concrètes. Et donc là, je m'arrête un petit peu sur quelque chose de très important, qui est la fameuse notion de neutralité. Le point de vue neutralisé, c'est le point de vue du dominant qui ne se voit pas comme dominant, qui se définit comme neutre.
il y a un petit exercice assez rigolo pour se rendre compte de la confusion entre dominant et neutralité. C'est de prendre des phrases où on ne nomme pas le dominant et puis de le nommer quand même. Vous pouvez faire l'exercice, vous pouvez en inventer, je vous en propose quelques-unes. La Coupe du Monde de foot masculin. Un film porno hétérosexuel. Un mariage hétérosexuel. Un rapport sexuel bénévole. En général, quand on ne précise pas un rapport sexuel, c'est qu'il est bénévole. Quand on ne précise pas la Coupe du Monde de foot, c'est qu'elle est masculine. Cette notion de neutralisation et d'absence de nomination de la majorité, elle est vraiment importante dans la manière dont se constituent à la fois les positions homophobes, mais aussi les positions ethnocentriques. Alors, on a parlé de la théorie de la dégénérescence. C'est lui le responsable, entre autres. Comment s'appelle-t-il? J'ai perdu son nom. Bénédicte Auguste Morel. C'est de lui que nous vient cette idée que la dégénérescence, c'est contagieux. Alors il y en a d'autres qui alimenteront ça, mais Krafft-Ebing a lu Morel. Et Krafft-Ebing dit que quand il écrit son traité, il travaille à la préservation, à la prospérité de la race. Les hiérarchisations raciales, les hiérarchisations ethnocentrées ne sont pas séparées dans leur histoire des hiérarchisations sexuelles. Elles se sont construites côte à côte. C'est vraiment important, notamment pour la suite et là où je vais en venir. Et là, je fast-forward jusqu'au début du XXe. Les premiers mouvements de résistance des homosexuels au début du XXe, ils se construisent en réaction au discours pathologisant de Krafft-Ebing. On l'a dit aussi avant, on réutilise les termes, on retourne le stigmate. Bien. C'est là où je veux en venir dans mon premier point, c'est que comment on peut appliquer à des aires culturelles et à des personnes qui viennent d'autres parties du monde une grille de lecture et des outils de dénomination qui sont issus de la réappropriation de pathologies européennes et locales. Comment est-ce que les mots que se sont réappropriés des militants allemands puis européens face à une pathologisation européenne pourraient correspondre à l'intégralité des formes de contestation de genre et à l'intégralité des formes de résistance des personnes dites homosexuelles et trans dans le reste du monde? Ça paraît quand même assez bizarre. Bien. Ça nous laisse avec un problème, donc qu'est-ce qu'on fait avec les personnes LGBTQ? Bien ça. Qui viennent d'ailleurs. Alors. Voilà. Et c'est là où on en arrive à ce cher monsieur. Joseph Massad. Joseph Massad, c'est un monsieur qui a fâché beaucoup de monde et qui continue à fâcher beaucoup de monde. Son principal ouvrage n'a encore jamais été traduit, il s'appelle Desiring Arabs. Il est professeur quelque part, je ne sais plus, à Berkeley ou dans une université américaine. Et c'est un peu le fils spirituel d'Edward Said. Il dit lui-même, Massad, qu'Edward Said était une figure paternelle pour lui. Alors, Massad, il arrive avec un truc un peu difficile, c'est l'impérialisme sexuel. Alors, je vais y aller doucement, mais s'il vous plaît, accordez-moi le bénéfice du doute avant de tout de suite vous arracher les cheveux. Si on continue après la modernité, si on continue après la chute du mur de Berlin, si on va jusqu'à l'ère post-11 septembre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que on va se mettre, en Occident, à justifier des guerres sous prétexte d'aller libérer les femmes et les homosexuels. Alors, ça rappelle quand même un petit peu les missions civilisatrices. Ça rappelle quand même un petit peu des postures coloniales. On dirait. Alors,
il va de soi que partout dans le monde, il y a des formes d'oppression des minorités. Très bien. Mais le choix des pays à libérer, la manière dont on les libère, les discours qu'on impose aux populations locales, ça relève rarement de l'aide désintéressée. C'est quand même un petit biais là du côté des pays belliqueux. Et ça va se concrétiser dans un discours médiatique. Ça va se concrétiser aussi par une forme d'imposition d'une logique. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à comprendre ce qui se passe dans ces pays et comment les constructions de genre, les constructions d'orientation sexuelle se sont faites, on va arriver, on va dire, ah ben lui il couche avec des garçons, il est homosexuel, lui il couche pas avec des garçons, il est hétérosexuel, il faut libérer les homosexuels et les défendre face aux hétérosexuels. Si on revient en arrière, on se rend bien compte que ces catégories ne sont pas exportables. En tout cas, difficilement exportables. Ça a des conséquences assez concrètes. L'impérialisme sexuel, j'ai deux exemples concrets. Le premier, c'est celui de ce monsieur formidable. Alors ça, c'est Pat Robertson. Pat, on l'adore. C'est un pasteur américain. Et c'est lui qui est à l'origine de la plupart des lois homophobes en Ouganda, au Kenya, et dans un autre pays que j'ai oublié, au Zimbabwe. Depuis les années 70-80, le Center for Law and Justice, que crée Pat Robertson, il va créer des centres dans certains pays d'Afrique pour aller imposer une vision évangéliste américaine et leur expliquer que l'homosexualité c'est un péché, c'est pas bien, qu'il faut la combattre. Donc il arrive et puis il impose une forme de binarité hétéro-homo dans ces pays. Et puis dans le même temps, il y a des associations internationalistes de mouvements de libération des personnes LGBT qui vont dans ces mêmes pays pour aider les homosexuels à se libérer. Donc on va complètement importer les notions hétéro et homo dans ces pays, et puis on va créer des batailles qui peut-être n'existaient pas, ou en tout cas pas selon ces termes-là. Un autre exemple, c'est celui des 52 du Caire et de l'affaire du Queen Boat. Alors là, c'est encore plus dramatique, encore plus direct, parce que là, il n'y a pas eu besoin des conservateurs américains, c'est les mouvements européens qui ont fait le travail tout seuls. Alors qu'est-ce qui se passe? On est en mai 2001. On est en mai 2001, et comme c'est le cas assez souvent, une cinquantaine d'hommes en Égypte vont faire la fête sur un bateau, le bateau sympa, et puis ils font la fête sur le bateau. Ils s'amusent entre hommes. Voilà. C'est des fêtes qui sont sans doute très sympathiques. Et puis ils se font arrêter et ils se font accusés de comportement obscène et de débauche invétérée. Voilà, c'est les termes qui existent dans la loi à cette époque-là en Égypte. Puis pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a un journaliste américain à ce moment-là, il y a une espèce d'embrasement international et le procès des Cairo 52, ça devient un sujet de tous les médias du monde. Et tout le monde va se mobiliser. Il va y avoir des appels au ministre des Affaires étrangères, aux diplomates, il faut les sauver, ils passent à la télé partout, on voit leur tête sur toutes les télés du monde avec ces mecs qui se cachent pour ne pas être à la télé, mais non, il faut les montrer, il faut montrer que ce sont des héros, etc. Alors évidemment, la mobilisation de libérateurs LGBT à New York, à Paris ou à Londres, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va peut-être nettement empirer les choses. Et concrètement, après ce procès, après qu'ils aient été condamnés, alors certains, ça a pris 2-3 ans, etc., mais après qu'ils aient quand même été condamnés, le mot homosexuel va faire pour la première fois son apparition dans les lois égyptiennes. C'est-à-dire que le mot homosexuel n'existait pas dans la loi égyptienne, parce que c'est un mot qui n'existait pas. On ne parlait pas d'homosexualité. Et la pression internationale et l'importation de cette binarité homo-hétéro va créer des lois encore plus homophobes que ce qu'elles ne l'étaient déjà en Égypte. Bon. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que les personnes qui arrivent en Europe et qui fuient des zones en conflit ou des zones avec des politiques tyranniques, dictatoriales, elles fuient des zones où des conflits ont parfois été déclenchés par des postures coloniales. Il y a un
sociologue, anthropologue français, Éric Fassin, que j'aime bien. Alors j'ai pris cette photo parce que c'était une photo qu'avait publiée de lui un magazine français que selon comment on le regarde est un peu de droite ou franchement réac. Magazine qui s'appelle Causeur. Et alors vous regarderez les magazines de droite, les magazines conservateurs, quand ils mettent des photos de sociologues, ils les font toujours un peu, qui font peur. Et donc là, Éric Fassin, ils ont quand même trouvé une tête. Le sociologue est dangereux quand même. Il est à l'affût, quoi. Il explique très très bien que dans le discours du choc des civilisations, la question de la libération des femmes et des homosexuels est très très présente. La rhétorique du choc des civilisations, elle est sexualisée. Il y a un excellent article de Fassin et Salcedo à ce sujet qui résume très bien tout ça. Tout ça pour arriver à... Je suis presque à la fin, mais je vous ai demandé de rester avec moi. J'arrive à quelque chose d'un peu particulier. C'est un paradoxe incroyable. On est avec des concepts d'homosexualité, de transidentité, de minorité de genre, qui, en Europe, ont toujours été marginalisés, pathologisés. Bien. Eh bien, quand c'est des personnes étrangères qui arrivent, qui, pour certaines, demandent l'asile pour ces questions-là, eh bien, d'un coup, c'est des héros. C'est des symboles de la libération. Ah, ils se sont libérés, ils sont arrivés, ils se sont sauvés de leur barbarie. C'est quand même particulier qu'on soit arrivé à ce point où on a quelque chose qui a été une tare, une pathologie, une exception, mais quand c'est les étrangers qui viennent chez nous pour ça, on les a quand même un peu sauvés. Dans ce contexte-là, et ici et maintenant, tout ça, ça fait et ça crée ce qu'on appelle l'homonationalisme. Ça, c'est Jaspir Puar, qui est la scientifique qui a créé ce concept d'homonationalisme. Et plutôt que de vous en lire une définition, je vais vous en donner un exemple très local et très récent. Celle-là, elle me plaît beaucoup. La NVA veut organiser une Gay Pride à Anderlecht. Les attitudes de beaucoup de personnes doivent encore évoluer. Donc on va aller défiler avec des chars arc-en-ciel sous les fenêtres d'Anderlecht, donc des Arabes, en gros, de ce qu'eux identifient comme les Arabes avec les guillemets, pour leur apprendre un peu ce que c'est la tolérance et ce que c'est que d'être homosexuel. Parce qu'il faut quand même un peu les civiliser. Donc, politiquement, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie, quand on parle des questions de minorité sexuelle et de minorité de genre, d'être réveillé à une attention particulière, c'est celle de la récupération politique à des fins racistes de ces questions. Si vous avez juste compris ça dans l'intervention, je serais déjà gagnant. Et puis, une autre application directe et intéressante, c'est celle de l'accueil des réfugiés LGBT. Alors ça, c'est un rapport en anglais aussi qui vient de sortir et qui est particulièrement éclairant parce que c'est un des premiers rapports sur ces questions-là qui enfin utilise les notions notamment de queer géographie, c'est-à-dire les dernières avancées académiques qui incluent vraiment des théories queer. Il est sorti, je crois, la semaine dernière, quelque chose comme ça, ou il y a 2 semaines. Il pose des recommandations à l'échelon européen de comment est-ce qu'on accueille les personnes et les réfugiés LGBT. Voilà, tout ça pour en arriver à quelques exemples que je vous propose de partager maintenant sur la manière dont, là où j'ai la grande chance et vraiment de travailler, on travaille avec des personnes LGBTQIA+, qui viennent d'ailleurs. Alors, je fais un peu notre pub. Sur le grand écran, c'est bon. Voilà, je travaille pour une ASBL qui s'appelle Alias, qui depuis 12 ans fait de l'accompagnement psychomédico-social des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et des personnes trans concernées par le travail du sexe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à accueillir des personnes qui viennent d'Afrique du Nord, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, mais qui ne sont pas homosexuels? Parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Oui, je couche avec des garçons, mais je suis pas homosexuel. Alors le premier réflexe, c'est d'éviter de se dire que c'est une question d'assumer. Oui, non, mais c'est parce qu'il a du mal à l'accepter. Non, c'est parce que peut-être que pour lui, ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Et
ça ne veut rien dire. Eh bien, le premier réflexe, et ça, c'est pas moi qui l'ai institué, je crois même pas que ce soit l'équipe qui consciemment l'a institué, c'est qu'on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on met beaucoup de temps à mettre des mots sur les choses. Personne qu'on accompagne chez Alias, parfois pendant très longtemps, on ne va pas dire le mot homosexuel, on ne va pas dire le mot travail du sexe, on ne va pas parler d'orientation sexuelle, on va laisser le temps qu'il faut pour que les mots qui conviennent sortent et se posent eux-mêmes. Ça, je crois que c'est une première piste, de manière très générale pour les personnes LGBTQIA+, mais encore plus pour des personnes qui peuvent être soumises à ce genre de paradoxe face aux identités LGBTQIA+, qui leur sont imposées parfois. Il faut bien voir, et c'est pas pour rien que je parle de l'accueil des personnes queer, c'est des personnes qui se retrouvent à devoir prouver leur homosexualité au CGRA. La République tchèque, en 2000, avait créé un dispositif qui se plaçait sur le pénis des personnes, des hommes. En l'occurrence, c'était les seules personnes qui passaient ce test. On plaçait cet appareil sur leur pénis pour ceux qui voulaient être réfugiés parce qu'ils disaient qu'ils étaient homosexuels, et puis on leur faisait regarder un film pornographique hétérosexuel. S'ils avaient une érection, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment homo. Et donc c'est qu'ils mentaient pour pouvoir avoir le statut de réfugié. Bon, on passera sur tous les biais de cette expérience débile. La bisexualité n'existe pas, tous les hétéros seraient forcément excités par un film porno. Il n'y a pas des énormes phallus dans un film hétéro qui peut-être pourrait exciter un homo. Enfin bon, au-delà de la débilité absolue de ce test, on est encore dans ces dispositifs-là. À Alias ou ailleurs, on accompagne des jeunes gens à qui le CGRA va leur demander de prouver qu'ils sont vraiment homosexuels. Et alors comment on fait ? On va regarder sur Facebook, on leur demande de prouver qu'ils fréquentent des bars, des lieux LGBT. On leur demande des photos à des gay pride. Mais encore une fois, ces choses-là, pour certains d'entre eux, ne veulent absolument rien dire et ne correspondent pas du tout à leur réalité. Peut-être je m'arrêterai sur un élément assez symbolique de cet ethnocentrisme. C'est le coming out. Il y a pas mal d'auteurs qui en ont parlé. Si vous avez un jour l'occasion de voir un film qui s'appelle Black LGBTQIA+, Here We Are, un documentaire de Marthe Gilo Kanga, qui a tout un passage où elle interroge les personnes noires belges LGBTQIA+, sur le coming out. Mais ce débat, vous pouvez l'avoir aussi avec des personnes de descendance arabo-musulmane, des personnes asiatiques ou des personnes latino-américaines. On a tendance à croire que le coming out, c'est une étape importante et significative. C'est important de le faire, ça veut dire qu'on a atteint un certain niveau, on est capable de se reconnaître et de le dire, et d'être fier, et d'assumer, etc. Quelqu'un qui ne fait pas son coming out, c'est qu'il a peur de sa famille, il a peur d'être rejeté, il ne sait pas trop, peut-être il n'assume pas complètement. Il y a des tas de personnes LGBTQIA+, qui vivent très très bien sans faire leur coming out, avec des familles entières qui sont parfaitement au courant de leur orientation sexuelle, et pour qui ce serait beaucoup plus dommageable de mettre un mot dessus que de rester dans ce petit accord. Je t'en parle pas, tu m'en parles pas, j'ai bien compris, j'ai arrêté de te poser des questions sur quand tu te maries, ou alors je te la pose une fois que quand il y a les grands-parents, parce que c'est un peu ça le deal, tu fais la gueule, tu dis et c'est bon. On va pas mettre de mots, je vais pas faire un coming out. Il y a une incroyable variété de manières de vivre le fait de mettre des mots sur son orientation sexuelle. Et donc, le fait de se retenir, de considérer le coming out comme une absolue nécessité, c'est déjà un acte intéressant de relativisme de son propre point de vue ressenti. Il y a des tas de choses à dire et il y a des tas de lectures à avoir sur cette rencontre des cultures et ce que chacune porte, et de ce nœud qu'est la question des minorités sexuelles. Je vais m'arrêter bientôt et je vais juste vous partager quelques petites choses qui m'ont servi à moi de sortir de cette chose-là et qui pourraient peut-être aider. En venant, pardon, je suis un peu malade, je me renifle, c'est pas le truc le plus cool à entendre dans un micro. Donc, pour
pour résumer, l'homosexualité, c'est pas universel, mais la catégorisation de l'homosexualité, on pourrait dire, est universellement liée au pouvoir, ailleurs comme ici. D'un côté, il y aurait un risque de culturalisme, c'est-à-dire de dire les minorités sexuelles sont tellement différentes dans chaque pays du monde que c'est comme s'ils vivaient sur d'autres planètes, ils ne peuvent pas se comprendre, chacun sa forme de minorité sexuelle, chacun de son côté. De l'autre côté, il y aurait l'impérialisme, la posture coloniale qui considérerait à dire que mais non, tout ça, c'est une internationale LGBT, finalement, les cultures se dissolvent, espèce de fantasme d'unité mondiale, les LGBT qui se comprendraient tous. Non, sauf que la dissolution, elle ne se ferait pas dans un absolu neutre, elle se ferait dans une vision, on l'a vu, hein, une vision dominante. Je vous renvoie à cette notion de neutralisation dont j'ai parlé avant. Bon. Et peut-être que la solution, en tout cas une piste de solution, une piste de réflexion, c'est de parler de fluidité et de revenir à Butler et à la performance et à la performativité. Les auteurs, Fassin et Salcedo, dans un article qui m'a beaucoup aidé à préparer cette intervention, invitent à penser l'identité sans recourir à la vérité. Parce que la vérité, c'est toujours du pouvoir. La vérité, c'est utiliser les bons mots pour se définir, pour définir les autres, et les bons mots, ils sont définis par le pouvoir. Le pouvoir sachant, le pouvoir décideur, le pouvoir médical, le pouvoir religieux, etc. Le pouvoir du CGA qui vous donne ou pas votre asile. Donc, penser l'identité sans la vérité, parce que la vérité, c'est aussi ce qui sert à la catégorisation, et donc à la démarche de binarité, et donc à la pathologisation. Donc, et c'est là qu'on en vient à Butler, la performance, c'est une partie de l'intime. Quand elle parle de performance, Butler, elle parle de l'intime. C'est pas un rôle de théâtre qu'on joue, c'est pas un costume, la performativité de Butler. Quand elle dit ça, elle dit on met un habit et on fait semblant. La performativité, ça signifie que le sujet est transformé par ses pratiques. Ça signifie que la vérité ne précède pas la performance. Ça signifie que l'identité n'existe pas avant l'identification. Donc, spécifiquement dans le contexte de la migration LGBTQIA+, mais de manière aussi large, dans la manière dont on considère les personnes appartenant aux minorités sexuelles. Il faut bien penser que, malgré toute la tentation qu'il pourrait y avoir, il ne s'agit pas de définir quelqu'un par son essence identitaire, mais par la manière et les pratiques qu'il a de s'identifier à quelque chose. Je vous remercie.